BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, merci d'être fidèles à De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end. Très heureux de vous retrouver. Vous le savez, dès le vendredi midi, vous pouvez retrouver De quoi je me mêle en avant-première, à la fois en podcast audio. Si vous êtes abonné au flux RSS automatique, ça arrive directement sur votre smartphone, mais aussi sur la page YouTube de Tech Co. Et puis le week-end, bien évidemment, à la radio et à la télé sur BFM Business. On va passer une petite heure ensemble avec un spécial actu de cette semaine. Beaucoup de choses à vous raconter. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez réagir à tout ce qu'on raconte, toujours le hashtag DQJMM qui est là pour vous. Un grand merci encore une fois d'être là et bienvenue. Le club de la presse IT, donc XXL, avec Anthony Morel, forcément. Je commence avec lui parce que ça rime avec XXL, c'est pour ça. Salut Anthony. Salut François, salut à tous. Oui, parce que c'est pas mes t-shirts qui sont XXL, hein. Je suis plutôt S moi pour le coup. Mais Alors attends, pour tous ceux qui sont avec nous en audio, on va décrire le joli t-shirt d'Anthony. Ouais. C'est une espèce de, comment dirais-je, de collage. C'est un Naruto un peu mosaïque. Un Naruto mosaïque. Et tu sais pas que c'est un de nos auditeurs en fait qui l'a fait. Ouais. Ah mais c'est toujours le même. Mais oui, je te jure, ils m'ont envoyé plusieurs. Il est cool. Hein. Il est pas mal, hein, franchement. Il est vachement bien. Il fait des sortes de mosaïques comme ça, donc avec plusieurs personnages et trucs un peu iconiques de Naruto. Il fait un visage comme ça. Il m'a fait la même chose avec Goldorak. C'est incroyable. Écoute, on le salue. Ouais, c'est vraiment très cool. Il a beaucoup de talent, ce garçon. Et puis Eric Le Bourlou est avec nous. Salut Eric. Salut. Journaliste tech depuis quelques années déjà. Et on peut depuis des temps immémoriaux. On te retrouve toujours au numérique. On te retrouve aussi à 60 millions. Ouais. C'est sur ça. les hors-séries. Voilà, sur les hors-séries. Dans l'actualité, les amis, alors plein de choses. On va prendre le temps parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos cette semaine. Et on va commencer peut-être par la plus importante. C'est Amazon qui a réuni toute la presse, tout le gratin à New York. C'était il y a quelques jours de cela pour présenter le futur d'Alexa. Ça faisait un moment que on tournait autour du pot, que ça mijotait dans la marmite. Visiblement, toute l'équipe de Jeff Bezos est prête et on devrait avoir, en tout cas aux États-Unis, dans quelques semaines de cela, un nouvel Alexa qui s'appelle Alexa Plus, qui va en donner plus, forcément, Anthony. C'est bien résumé, effectivement, et qui va peut-être donner une deuxième vie à ce petit appareil que beaucoup d'entre nous ont acheté ces 10 dernières années et qui a quand même pris un bon gros coup de vieux avec l'IA générative. On s'est rendu compte quand même à quel point ces petites enceintes connectées, ces petites Amazon Alexa, mais c'est vrai aussi pour les Google Home et autres. Et les Siri aussi. Les Siri aussi, pareil, absolument. Elles sont un peu lacunaires. En tout cas, elles ne sont pas complètement au point. Quand on discute avec eux aujourd'hui, on se rend compte que c'est un peu... c'est poussif, quoi. C'est un petit peu compliqué, et donc il fallait y remédier. Ça faisait des mois et des mois qu'on savait qu'Amazon voulait intégrer une IA générative digne de ce nom dans ses enceintes, et c'est ce qu'ils ont annoncé hier, donc à New York, cette semaine à New York, avec l'arrivée d'Alexa Plus. Alors c'est intéressant, les démonstrations qu'ils ont faites. Moi j'ai trouvé qu'elles étaient assez bluffantes. Toujours pareil, il faut se méfier des démos, il faudra tester pour de vrai. Mais en gros, l'idée ça va être de fluidifier l'interaction qu'on peut avoir avec la machine déjà, et c'est vrai que pour le coup, tu as l'impression d'être en train de discuter non plus avec une machine, mais avec une personne. Tu discutes plus en code comme avant. Quoi. Ouais, c'est ça. Là, tu peux avoir une vraie discussion, te tromper, reprendre la phrase, etc. Il va pas te dire « je n'ai pas compris ». C'est ça. Normalement, il devrait comprendre. Comme le mode avancé vocal de ChatGPT, en fait. C'est un peu ça le principe. Et c'est vrai que jusqu'ici... Tu peux hésiter. Bah oui, parce que en fait, tu avais l'impression jusqu'ici de discuter un peu avec Google, mais en mode oral, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait faire quasiment une requête, mais en pensant à tes mots-clés, en parlant pas trop vite. Quelque chose de très informatique. Voilà. Et là, pour le coup, en fait, on a une discussion en langage naturel. Effectivement, on peut se reprendre, on peut bafouiller. Bon, on faudra voir sur les démos. On voyait quand même qu'il y avait un petit temps de latence. Moi, c'est ce qui m'a un peu déçu, entre guillemets. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment du tac au tac. Ça ne l'était pas encore complètement, mais c'est quand même assez spectaculaire. Ça, c'est le premier point. Et puis sur le deuxième, mais je vais laisser Eric continuer, c'est sur les scénarios et ce que peut faire cette enceinte. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on peut aller beaucoup plus loin que le minuteur des pattes et le lancement d'une chanson sur Spotify. Ouais, mais je trouve que par contre, ils ont été loin. Ils ont fait des belles démos, mais justement le côté smart home n'a pas été tant que ça mis en avant. Il y a eu beaucoup de scénarios d'utilisation et notamment des choses qu'ils avaient déjà essayer d'apporter avec Alexa
première du nom, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, Il y avait des skills. il y avait les skills, alors qui existent toujours, mais Ouais. qui sont un peu au fin fond, Ouais. au fin fond d'une appli que peu de gens utilisent. Mais en fait, effectivement, il y avait déjà la possibilité, par exemple, typiquement, de commander un Uber avec Alexa. Là, c'est une des démos qui était une des plus bluffantes. On commande, en gros, on discute avec Alexa, on commande un restaurant pour 4 personnes à tel endroit. Alexa réserve automatiquement la table en utilisant ses fonctions d'agent IA. Puis on lui dit, il y a quelqu'un qui arrive à l'aéroport, commande un Uber pour cette personne. Et donc tout ça, elle le fait de façon naturelle. C'était une des démos qui a marqué un peu, mais c'était déjà possible de commander un Uber avec la précédente version d'Alexa. C'était possible. C'était ouais. possible. Bah, tu vois, je ne savais attends, pas. je Je savais pensais même que pas. c'était une nouveauté. Sauf que Tu ça connais n'a quelqu'un pas qui l'a marché fait du tout. Ça n'a pas marché du tout. En fait, Mais ça n'a pas marché parce que personne ne le faisait ou parce que ça ne marchait pas techniquement. Ça marchait techniquement, mais personne n'avait envie, en fait, en fait, il n'y avait pas de feedback visuel vraiment. Vous commandiez un Uber par Alexa, vous n'avez pas Oui, on ne voit pas la voiture arriver. C'est beaucoup plus sympa ces de le trucs-là. faire finalement via une appli. Alors là, ils ont fait une grosse évolution aussi de l'interface utilisateur d'Alexa. Il y a la voix bien sûr qui est largement améliorée, mais toute l'interface utilisateur a été aussi transformée pour qu'il y ait beaucoup plus de feedback visuel sur ce qu'on fait avec. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'échos chauds en fait, avec des écrans. Et c'est peut-être pour ça, c'est pour qu'on ait aussi un support visuel pour voir par exemple le Uber arriver, que la table a bien été réservée, etc. Tu vois. Il y a le fait du support visuel, mais il y a aussi le fait, je pense que c'était pas complètement au point. C'est-à-dire que là, l'arrivée, tu as prononcé le mot important, qui est le mot agent, donc l'IA agentique, qui n'est pas l'IA qui simplement répond à des questions, mais l'IA qui va réaliser des tâches pour nous dans le monde réel. Donc typiquement, commander un Uber, il y avait d'autres scénarios. C'était tu vas m'acheter des places pour un match de baseball là, dans les démonstrations. Tu peux lui donner même un budget. Et en fait, c'est l'enceinte qui va aller chercher sur Internet elle-même les places, donc scanner en fait les sites, trouver la place au bon prix et l'acheter pour toi. Et ça, évidemment, tu ne pouvais pas le faire jusqu'ici. Et non, là c'est dingue. Ça, c'est quand même fou. C'est une vraie avancée. Là, c'est vraiment... On sait que c'est quelque chose qui va arriver sur OpenAI, chez ChatGPT, etc. On sait que ça va arriver. Mais finalement, Alexa est le premier à dégainer ça. Oui, et là où ils ont été très très malins, Amazon, c'est qu'ils ont annoncé surtout une flopée de partenariats avec des marques diverses et variées. Donc il y a Uber, il y a Grubhub, donc tous les systèmes de commande de nourriture, enfin ce genre de choses, pour pouvoir faciliter, en fait, pour pouvoir s'intégrer à leur écosystème et que tu puisses en fait tout simplement dire voilà, commande-moi des sushis, je voudrais tel budget et il faudrait pas que ça arrive après telle heure. Et à la limite, l'IA, si elle a des questions, demandez oui, alors tu veux quoi, 2 sauces sucrées, 2 sauces salées, t'es sûr, là il y a une promo, est-ce que tu veux pas ajouter ça? Et en fait, tu as un discours en naturel plutôt que d'aller t'embêter, aller chercher sur une appli, à choisir les options, les machins, les menus, et puis à la fin, tu as juste à payer en fait. Tu as un secrétaire virtuel. Et en fait, c'est le fantasme d'Amazon au départ avec ces enceintes connectées, et ça avait été leur déception parce que ça n'avait pas du tout fonctionné avec la première génération, c'était de mettre en place ce qu'ils appellent le voice shopping, c'est-à-dire le fait que finalement tu puisses faire du shopping acheté en parlant et donc oublier que tu es en train de dépenser de l'argent, parce que c'est ça la réalité, hein. Le but d'Amazon, c'est quand même que leur métier premier, c'est de te vendre des trucs, et donc c'est un commerçant, et c'est de faire en sorte que tu achètes, et j'allais dire que tu achètes comme tu respires. Et là, en fait, on y arrive quasiment. C'est-à-dire que si vraiment les gens adoptent ce qu'on nous a montré hier, eh bien, on va arriver dans un monde où effectivement, acheter, ce sera aussi simple que de parler. Ah bah oui, il me manque des yaourts, ajoute ça à ma liste de courses, le frigo virtuel se remplit, et tes courses sont commandées automatiquement. Tu vois, enfin, ça fait quand même partie des choses qu'Amazon nous promet, ou en tout cas espère nous vendre depuis des années, et qui vont peut-être devenir possibles. C'était exactement l'objectif d'Alexa, en fait. À la base, c'était vraiment que les gens fassent leur achat par voix. Et effectivement, là, peut-être qu'ils vont y arriver davantage. Ça reste il y a peut-être un frein psychologique encore. Il faudra voir, même si ça fonctionne très bien, est-ce que les gens vont passer cette étape simplement avec ma voix, j'achète. Je ne sais pas, il faudra voir. Mais en tout cas, oui, c'est très intéressant. Et comme tu dis, François, c'est effectivement les premiers à avancer sur cette agentification des IA. Il y a des tests à droite à gauche. Et en plus, ils sont très bien placés puisqu'ils ont déjà un parc installé de produits Alexa qui est énorme. Et ils ont déjà des partenariats, notamment grâce au Skill, avec plein de marques qui connaissent en fait comment on travaille sur Alexa. Il y a énormément de services qui existent déjà sur la première version d'Alexa, donc ils sont très très bien placés pour éventuellement réussir ça.
Et c'est vrai que de ce point de vue, c'est plutôt pas mal. L'autre point intéressant, je trouvais, c'était l'intégration avec l'écosystème connecté de la maison, toute la partie domotique. Ça, c'était pas mal aussi. On va pouvoir faire des choses assez dingues. Alors, c'est pareil, encore une fois, on se méfie de l'effet démo. Il faudra voir comment ça fonctionne pour de vrai. Mais là, sur les exemples qu'il donnait, c'était moi un truc qui m'a fait vraiment marrer. C'était en gros, tu demandes à l'IA de se connecter. Enfin, tu lui demandes même pas en fait, mais tu la connectes à tous les objets, donc y compris les caméras de vidéosurveillance. Et tu lui demandes, mais au fait, quelqu'un a pensé à promener le chien aujourd'hui. Et en fait, l'enceinte va aller chercher dans les images de vidéosurveillance combien de fois le chien était sorti. Exactement. Et à quelle heure la dernière fois, quoi. Alors c'est quand même dingue, quoi. Ouais, tu te dis bah non, il n'est pas sorti. Alors je me suis dit c'est dingue, et puis quelqu'un m'a fait remarquer c'est aussi un outil d'espionnage, c'est-à-dire que tu as demandé combien de fois ma femme est sortie aujourd'hui. Non mais tu vois, c'est aussi ça. Ouais. C'est-à-dire que tu peux aussi imaginer des scénarios un peu flippant derrière. Après peut-être que justement il y aura des garde-fous. Peut-être que ça marchera pour les animaux et peut-être pas pour les humains. Mais c'est vrai que c'est passionnant. Il y a plein de choses comme ça. Tu vas pouvoir faire des scénarios beaucoup plus complexes. Dire ben voilà, tiens, je veux que du lundi au jeudi, tu m'éteignes les lumières ou tu me baisses les volets à telle heure. Ah non, mais attends, par exemple le mercredi, j'ai un pote qui vient, donc tu pourras. Enfin, et c'est ça qui est cool, c'est qu'on sera plus obligé de parler comme un robot à un robot. Visiblement, ce naturel. En gros, tu vas pouvoir de créer ta propre routine par la voix. Ce qu'on peut le faire déjà avec Alexa aujourd'hui, mais ça suppose de faire des étapes un peu comme un mini-algorithme via l'application. Là, on va pouvoir lui parler naturellement. Effectivement, comme tu le dis, dire je veux que mon chauffage s'allume le soir à partir de 23h, que tu l'éteignes s'il dépasse un certain degré, une certaine température, et puis le rallumer ensuite le lendemain. Ça, tu peux déjà le faire. Mais ça requiert plusieurs étapes complexes sur l'application et tu pourras le faire à la voix grâce à l'IA, quoi. Et il faudra voir encore une fois si ça fonctionne bien, parce qu'on sait que ce projet il a pris du retard. À l'origine, il devait sortir en octobre dernier, je crois. Ils ont eu des gros problèmes en interne. On l'a su via la presse américaine notamment, problème de développement, problème d'hallucination. C'est les bêta-testeurs qui ont dit c'est pas prêt, quoi, les gars. Et alors, ce qui est un vrai sujet, parce que les hallucinations, tu vois, quand tu es ChatGPT et que, je sais pas, tu vois, que tu as un étudiant qui se plante sur son exposé, bon. À la limite, c'est acceptable. Après, il y a des applications dans le monde professionnel qui peuvent poser des gros problèmes. Mais là, pour le coup, Amazon, c'est une marque qui a une réputation. Je veux dire, si tu commandes tes courses et puis que tu te retrouves avec un sextoy, enfin, tu vois, je dis un exemple, mais faut pas. Si les hallucinations, elles peuvent aussi prêter à des conséquences assez graves qui peuvent avoir un impact mauvais sur la popularité de la marque. Donc c'est hyper important pour eux que tout soit vraiment complètement au point. On va voir. Surtout si que en fait l'obsession d'Amazon, c'est vraiment le client. Et c'est ce qui a fait la réussite d'Amazon. Enfin, je ne sais pas si vous avez l'habitude de commander sur Amazon, mais dès qu'il y a un couac, Amazon prend le relais. Enfin, le service client prend le relais, il vous règle ça, mais en un claquement de doigts. Tu avais cette légende. Je n'ai jamais su si c'était une légende urbaine. Tu sais que quand Jeff Bezos organisait des réunions en interne chez Amazon, donc tu avais, je sais pas, ses directeurs ou voilà, et tu avais toujours une chaise vide. Et c'était la place du client. C'était la place du client. Et comme ça, pour ne jamais oublier, il était toujours dans la salle avec les gens. C'est clair. Et en fait, pour revenir en tout cas aux hallucinations, ils utilisent quand même l'un des meilleurs modèles, puisqu'ils utilisent deux modèles en fait différents. Il y a celui d'Anthropic qui est Claude, et donc en fait ils sont en partenariat avec Anthropic depuis longtemps et ils ont investi beaucoup d'argent. Ils ont investi beaucoup d'argent et ils utilisent leur propre modèle qui s'appelle Nova aussi. Alors apparemment, on ne sait pas trop, mais ils utilisent parfois l'un des modèles, parfois l'autre modèle. Et c'est transparent pour nous. C'est transparent, mais je pense qu'en fait ils ont eu des problèmes aussi pour développer c'est ce qu'on a lu, ils ont eu des problèmes pour développer leur propre modèle et donc on fait appel à des pros des LLM et en l'occurrence Claude c'est considéré comme l'un des meilleurs modèles de langage et aujourd'hui peut-être qu'on peut espérer que les hallucinations un peu comme sur ChatGPT ont tendance à disparaître. Peut-être que ça va être la même chose, on espère en tout cas, la même chose avec ce modèle-là. Alors, est-ce que tous les appareils sont compatibles avec ce nouvel Alexa ? Mais la grande majorité, en tout cas les dernières générations. Alors moi, c'est ce qui m'a surpris agréablement. Après, on va peut-être parler de la douille qui est le prix de l'abonnement. Mais sur la partie hardware, moi j'étais persuadé qu'en annonçant les nouvelles Alexa Plus, ils allaient présenter des nouveaux appareils et que tous les autres, en gros, seraient au rebut ou en tout cas seraient délaissés. Alors que là, en fait, ça va être une mise à jour logicielle qui va concerner la grande majorité des Echo Show,
photos qui sont sortis ces dernières années. Ce qui est plutôt malin. Oui. Parce que imagine en termes de popularité, si d'un coup tu dis, vous savez quoi les gars, tous les Alexa qu'on a vendus depuis 10 ans, ils sont plus bons, il va falloir tout racheter. Ça aurait été terrible. Donc c'est plutôt cool. Oui. Le prix, on peut en parler aussi peut-être. Ah bah oui, parce que celle-là c'est quand même c'est ce qui fait un peu mal. Enfin, c'est le changement de modèle économique en fait. C'est ça, ouais, parce qu'on le savait. Enfin, ça avait déjà été annoncé que ça allait être une version payante, parce que de toute façon, ça ne peut pas être complètement gratuit vu les dépenses que génère l'utilisation de l'IA générative. Ça coûte cher à Amazon de vous afficher du texte comme ça généré. Donc effectivement, ce sera gratuit entre guillemets pour les gens qui disposent d'Amazon Prime. Mais il faudra débourser $20, je crois, pour les gens qui ne l'ont pas. C'est hyper cher. C'est très cher. Dans les rumeurs, on parlait de 5 à $10. Moi, ça me paraissait déjà audacieux, tu vois, de pousser, d'essayer d'inciter les gens à vraiment payer 100 € par an pour pouvoir avoir accès à une enceinte connectée. $20, donc du coup 20 € probablement par mois, c'est quand même hyper cher. Mais en fait, quand on réfléchit, c'est parce que personne va s'abonner à $20, tout le monde va prendre Prime. Oui. Et je pense que c'est vraiment comment dirais-je, un positionnement prix qui te pousse à prendre Prime, qui te permet d'avoir plusieurs avantages, etc. Parce que tu as la vidéo, tu as la musique, tu as le stockage illimité de photos. Peu de gens le savent, mais c'est quand même un truc de dingue. Dans Prime, vous avez la possibilité de stocker toutes vos photos en format original, en illimité. En fait, vous avez un cloud illimité de photos, c'est plutôt cool. Et en plus, vous aurez donc Alexa Plus. Ce $20, c'est pour dire abonnez-vous à Prime, les gars, parce que ça n'a pas de sens. Et même le Prime coûte moins cher que $20 par mois. Donc c'est ça qui est bizarre. Aux États-Unis, parce que je crois qu'aux États-Unis, aux États-Unis c'est beaucoup plus cher. Mais $20 par mois, plutôt du $150 par an, tu vois. Mais après, il faut voir comment le prix de Prime va évoluer, notamment en France où il est beaucoup moins cher qu'aux États-Unis. Oui, et ça peut augmenter. Peut-être qu'à l'occasion de la sortie d'Alexa Plus, on va voir aussi une upgrade du prix de Prime. Ah oui, c'est vraiment possible. Donc il faut vraiment garder ça parce que effectivement, ça passe bien. Et de toute façon, les gens qui ont un Alexa en général, pas tout le monde, mais beaucoup de gens sont abonnés à Prime. Ce sont des gens qui connaissent l'écosystème Amazon, je sais pas, j'imagine qu'il y a des millions et des millions de gens qui sont abonnés à Prime, en fait. Oui, bien sûr, c'est énorme. À partir du moment où tu es client, tu vas t'abonner à Prime parce qu'il y a trop d'avantages. Et puis tu payes pas la livraison, surtout. Enfin, c'est le principal, avantage pour les principal truc, tu vois. Non, mais c'est vrai. Mais après, moi, la question que je me posais, c'était les changements d'habitude des gens. Est-ce que, avec toutes ces innovations-là, est-ce qu'on va être prêt au quotidien à utiliser ces outils? Parce que c'était quand même le pari aussi des premières générations. Alors c'est vrai qu'elles étaient un petit peu poussives dans l'utilisation qu'on pouvait en avoir, mais franchement, une fois l'effet waouh passé, globalement tu t'en servais. Moi je sais pas comment vous en servez, moi c'est pour lancer la musique et pour me servir de réveil. Je m'en sers de réveil tous les jours. Moi, ça m'en sert. À la cuisine, c'est vrai. Moi j'ai jamais réussi en cuisine. Donc pas pour les recettes. Il y avait des démos avec les recettes, j'ai jamais compris comment tu vas pas te faire dicter une recette. La recette, il faut que tu l'aies sous les yeux. Donc ça m'a toujours semblé totalement fumeux comme exemple. Et en fait, c'est pas entré vraiment dans la vie des gens. Donc, d'où le support de l'écran aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on va avoir ce réflexe? Je pense que c'est un réflexe à prendre aussi, tu vois, avoir une interaction vocale avec une machine et avoir le réflexe de lui parler, tu vois, parce qu'on a un besoin particulier, même pour faire les courses et tout. Je pense, tu vois, c'est pas un truc qui est évident. Même si la techno est prête, il faut aussi que les gens acceptent de le faire. C'est pas si simple que ça en réalité. Moi, j'ai une autre interrogation, c'est sur, tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure, c'est la latence. Parce que la grosse différence avec l'Alexa aujourd'hui qui fonctionne, et c'est un vrai plus, c'est qu'il n'y a pas de latence. C'est un modèle rapidement local. Vous lui demandez d'allumer la lumière, elle allume la lumière. Donc je suppose qu'il y aura des chemins qui font que certaines requêtes seront toujours traitées en local et n'auront pas besoin d'être analysées par un LLM, parce que cette latence, elle est vraiment gênante quand on utilise ces outils pour de la maison connectée, pour simplement avoir un feedback simplement sur la lumière, allume l'aspirateur, etc. Après, vous pensez pas qu'il y aura des optimisations, et puis derrière, il y a AWS qui est quand même un truc hyper costaud en termes de cloud. Est-ce qu'ils vont pas aussi optimiser tout ça, tu vois? Enfin, on le voit, même ChatGPT, il y a 2 ans, c'était vachement plus lent. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide.
Ouais. À voir. Oui, mais en fait, la latence, on n'aura jamais la latence si zéro. tu compares à ce qui se passe aujourd'hui chez Google, qui a complètement abandonné Assistant, qui est passé à Gemini, et qui aujourd'hui les produits Nest Hub, etc., c'est lent à mourir. Ouais. C'est quasiment inutilisable en fait. Donc il faut vraiment que ces produits demeurent très rapides et très snappy en fait. Sinon, ça va pas le faire du tout. Ouais, c'est clair. Quand tu compares les démonstrations qui ont été faites hier, moi je pensais à QTAI, tu sais, qui avait fait une démo avec Moshi. Ouais, avec Moshi. Mais attends, là pour le coup, la latence, limite l'IA te coupait la parole. T'avais pas le temps de terminer ta question, Ouais. quoi. Donc là, il y a vraiment un monde entre les deux pour le coup. Donc t'as raison. clair. Probablement, ça va être optimisé, ça va s'améliorer. Mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait prêt. Il y avait juste deux cas d'usage qui m'ont fait marrer et que j'ai trouvé intéressant aussi. C'était le premier, c'est que tu peux nourrir aussi cette IA avec des documents comme tu le fais pour ChatGPT. Tu peux lui donner à manger. Et donc, par exemple, tu es un étudiant et donc tu lui donnes tous tes cours et tu peux lui demander de te faire des quiz. Donc, je m'imaginais, tu es en train de faire ton ménage et tu as ton petit quiz oral avec IA. Ça, je trouve ça assez cool, Ouais, tu vois, c'est assez marrant. Et l'autre truc, c'est que toujours dans la notion de domotique et tout, c'est qu'elle peut se connecter aussi à ta télé, à tes services de streaming. Et tu peux lui demander, par exemple, trouve-moi dans Titanic la scène où le bateau commence à couler. Et en fait, elle va aller te chercher en fait des éléments très précis dans un film ou dans une série. Ça, je trouvais ça assez marrant aussi et ça peut être assez pratique. Donc voilà, on peut imaginer plein de scénarios, quoi. La question finale, ça sort quand en France ? Alors normalement en France, alors Parce aux que là, ça États-Unis, sera disponible aux États-Unis dans un mois, Ouais. je crois. Ouais. Alors, ils n'ont pas donné de date officielle, mais Mélinda Davansoulas, qu'on salue, qui était sur place, a arraché une petite exclue. Elle discutait avec le responsable dont j'ai oublié le nom. Très bien, exactement ça. C'était avant chez Microsoft d'ailleurs. Oui. Et elle lui a arraché que ce serait en français avant la fin de l'année, a priori. Donc voilà. Voilà, une bonne nouvelle. Ouais. Hâte de pouvoir tester tout ça. Ouais. On enchaîne avec un autre sujet lié effectivement à Alexa, c'est Apple qui commence à déployer gentiment Apple Intelligence. Alors c'est en version bêta, vous savez que c'est la version 18.4 qui devrait arriver en France en avril en version sèche définitive, mais depuis peu on peut télécharger la version bêta. Et alors c'est intéressant parce que tout le monde peut le faire. Ouais. Moi, je pensais que c'était hyper compliqué, qu'il fallait un compte développeur et tout. Et en fait, il suffit d'aller sur votre iPhone avec Safari, vous tapez Apple Beta, vous arrivez sur une page, vous cliquez deux trucs, vous rentrez votre login, vous envoyez, et là, vous retournez dans les paramètres de votre téléphone et vous avez, comme par magie, la possibilité de télécharger 18.4 Beta. Bon, alors on vous conseille de faire une sauvegarde de votre OS parce que comme c'est une bêta, je pense que voilà, ça peut mal se terminer. Et moi, je l'ai fait. Alors voilà, c'est ce que j'ai demandé parce que tu es le seul à pouvoir en parler parce qu'on est sur Android nous avec Eric, donc tu es le seul à l'avoir testé. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y a du bien et du moins bien. Déjà, première chose, c'est toujours une bêta. Il ne faut pas l'oublier, ça sort dans 2 mois pour la version définitive. Donc, il y a encore un degré de progression, une marge de progression importante. Siri est aussi con qu'avant. Excusez-moi de l'expression. C'est vraiment pas bon. Non, ça marche pas. Enfin, il y a pas cette profondeur que tu évoquais avec Alexa, etc. Enfin, voilà. Mais je pense que Siri va évoluer au fil du temps et ils ont encore 2 mois pour pouvoir le peaufiner. Parce que ça, c'est le principal intérêt quand même d'Apple Intelligence. Oui, alors après, il y a d'autres trucs qui sont intéressants. C'est typiquement le résumé d'email. Et ça, c'est intégré et ça marche nickel. Vous allez dans l'appli mail. Alors, il faut passer par l'appli mail d'Apple, hein, c'est comme toujours. Hein. Et là, tu as tes mails. Tu cliques sur un mail qui peut faire... je sais pas moi, 3 km de long, tu as un petit bouton résumé, et là, en quelques phrases, tu as la substantifique moelle très bien rédigée, avec en plus les échanges que tu aurais pu avoir préalablement dans tout le mail, tu vois. Et ça, c'est intéressant. J'ai testé, c'est assez bluffant. Il y a aussi une autre fonctionnalité, alors qui est plus bateau, qui existe sur Android et même sur iPhone, avec des applications tierces, c'est la gomme magique. Ah, oui, là, maintenant, elle est intégrée. Donc, tu appuies sur un bouton, tu fais comme ça. Alors, c'est très joli. Il y a de très beaux effets visuels, comme d'habitude avec Apple. 3 ans chez Google que ça existe. Bien sûr, même peut-être plus que ça. Oui, plus que ça, oui, tu as raison. Moi, je me souviens, 5 ans. Oui. J'ai effacé des bouées sur le sable. Ouais, c'est ça. Il y a très très longtemps déjà. Je me souviens des premières chroniques que j'ai faites sur les gommes magiques, il y avait l'effet waouh, tout le monde disait c'est incroyable. C'est génial. C'était il y a 5 ans. Quoi. Mais bon, encore une fois, c'est Apple. Et quand Apple va déployer ce truc-là, alors ça va casser des business aussi, hein, parce qu'il y a plein d'applis qui faisaient ça, qui d'un coup vont se retrouver...
comme ça. Ça, c'est vrai. Il y a aussi alors une fonctionnalité que je trouve assez mitigée, c'est la réponse automatique aux SMS. Par exemple, je suis en train d'échanger avec toi, ok pour les sujets, pour de quoi je me mêle jeudi, tu me dis ok, bah, tout va bien. Et là, avant d'écrire un message, je vais avoir une réponse suggérée par Apple suite au message qu'on a préalablement échangé. Mais une réponse, je veux dire, Oui, longue et contextuelle. Non, ouais. pas très longue, mais en tout cas, Gmail te propose déjà ouais, ok, merci, bien reçu, machin, tu sais, des trucs, des réponses automatiques. Là, c'est plus que ça. C'est un petit peu plus subtil que ça, Okay. tu vois. Donc, mais bon, moi, ça me gêne. Ça me gêne. Je préfère écrire moi-même une réponse. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai vu qu'il y avait. Alors, il y a d'autres fonctionnalités qui vont arriver. Typiquement, le résumé d'un site web. Oui. Ça, j'ai pas réussi à la mettre en route. Peut-être que ça arrivera plus tard, ou peut-être que j'ai pas trouvé le bouton. Mais typiquement, tu es en train de regarder un long article, tu appuies sur un bouton, paf, ça te le résume en quelques phrases. Un petit peu comme le mail, finalement. C'est ça, ouais. En fait, c'est ça la force d'Apple, parce que c'est des outils finalement qui existent déjà. Je veux dire, ChatGPT, tu peux déjà lui faire résumer des mails, Copilot, mais sauf que là, la force, c'est que c'est intégré directement dans ton iPhone avec un petit bouton. Et donc ça, pour le coup, c'est vrai qu'ils ont une vraie carte à jouer de ce point de vue-là. Ouais. C'est assez malin. Et t'as pas connu de grosse latence, ça va vite ? Non, ça va très vite. Ouais. Ça marche bien. Alors, c'est un 16 Pro Max, hein, donc c'est le dernier modèle. C'est le dernier modèle. Ça fonctionne à partir des 15 Pro. Des 15 Pro, ouais. Des 15 Pro et le 16E. Qui va sortir là dans quelques jours, sera compatible aussi. Ouais. Et juste, il y a aussi un truc, moi, la question que je me pose, c'est le fonctionnement par rapport à ChatGPT, parce que ChatGPT est aussi inclus à l'intérieur. D'ailleurs, dans les paramètres de Apple Intelligence, parce qu'il y a un nouvel onglet, si tu veux, dans les paramètres, Apple Intelligence, en ouvrant cet onglet-là, tu te retrouves avec une multitude de paramètres que tu peux faire évoluer, et tu as ChatGPT, tu peux l'autoriser ou non d'ailleurs dans les requêtes. Et je t'avoue que je n'ai pas réussi à franchir ChatGPT. Tu peux même connecter, pour avoir un ChatGPT plus intéressant, plus intelligent, connecter ton login et ton mot de passe si tu payes un abonnement de ChatGPT. Et de ce que j'ai compris, alors pour le coup, encore une fois, je ne l'ai pas testé moi, hein, mais de ce que j'ai lu de nos confrères, c'était un peu l'un des problèmes aussi, c'est-à-dire qu'il va utiliser Apple Intelligence de base et en local. Alors ça, c'est intéressant aussi avec la puce. Et quand il n'a pas la réponse ou quand c'est trop compliqué, il peut aller chercher sur ChatGPT, sauf qu'il ne le fait pas systématiquement, à tel point que tu es obligé de lui demander demande à ChatGPT, en fait. Là où on aimerait avoir un modèle à la Perplexity, un peu, où en fait, c'est l'IA qui va elle-même, en fonction des besoins, chercher le moteur de langage qui va être le plus pertinent pour répondre à la question que je pose. Ce que fait Alexa Plus, finalement. Oui, bah c'est ça, en fait. D'après ce que j'ai compris. Entre les deux modèles. Entre les deux modèles, et c'est transparent pour l'utilisateur. Il ne va pas te dire je vais interroger Claude. Non, c'est automatique. C'est automatique. Donc on aimerait que ce soit la même chose sur. Alors peut-être, encore une fois, tu l'as répété, hein, c'est une bêta, donc ça va peut-être s'améliorer d'ici à la sortie. J'ai compris aussi que ça chauffait un peu, non ? T'as constaté ça ou pas ? Non, j'ai pas eu de chauffe. Bon, j'ai pas eu de chauffe. La mise à jour s'est bien passée. C'est assez long parce qu'il faut que tu télécharges 18.4 et après tu télécharges, à mon avis, plusieurs gigas de données. 8 gigas. Parce que il faut rappeler une chose, c'est que la plupart des fonctionnalités IA qu'il y a sur le téléphone, elles sont intégrées dans le hardware. C'est ça la force. Il y a typiquement le résumé de mail, c'est pour ça que c'est instantané. Il va pas pinguer sur des serveurs pour interroger le mail et le résumer. Il y a une intelligence. Dernière petite fonctionnalité qui est vraiment gadget, c'est les Genmoji. Ah oui. Donc tu génères grâce à l'IA des emojis. Voilà, c'est comment dire, une fois et puis après. Ouais, mais je me suis amusé. Tiens, je lui ai dit, fais-moi un requin avec des lunettes. Effectivement, il m'a fait un petit requin avec des lunettes. T'es content avec le requin avec des lunettes ? Il voulait avoir cette fonction de génération d'images, mais voilà, on sait les dérives que ça peut mener, à quoi ça peut mener aussi. Donc là, quand on donnait ça à des emojis, ça leur permet de cocher une croix sur la fonction. Ok, on a de la génération d'images, on va pas plus loin. C'est l'anti-grok. Et c'est l'anti-grok exactement. Et voilà, on se contente d'emojis. Bon, je sais pas si c'est. Si t'avais quand même, on en voyait une derrière toi là dans les fonctionnalités sympas qu'on n'a pas évoquées, c'est le résumé automatique de notification.
Oui. Ça, c'est pas mal aussi. Alors ça, je ne l'ai pas. Tu l'as pas ? Il faudrait que je vais passer mon petit week-end à fine-tuner mon truc, mais je n'ai pas. J'ai regardé, j'ai essayé de trouver. J'ai pas de résumé de notification. Ok, bon, peut-être que ça va arriver. Apparemment, mais c'est tu sais, aussi perfectible. Il y a eu un problème. Bah oui, tu te souviens notamment des notifications d'actualité, voilà, où en fait ils te racontaient n'importe quoi. C'est ça. Parce que les résumés, déjà les titres de presse, souvent c'est des résumés où et parfois tu peux avoir un jeu de mots, un machin, etc. Et c'est pas forcément facile à appréhender par l'IA. Donc je sais pas complètement au point. Ouais. Mais après, il y a des trucs. Le principe est intéressant. Mais... Je pense que comme c'est une bêta, Apple ne communique pas énormément sur toutes les fonctionnalités qui sont intégrées. Ils le feront avec la version définitive. Et de temps en temps, tu découvres des petites choses qui arrivent, tu vois. Donc, il faut du temps. Et on se rendra compte en avril si effectivement c'est révolutionnaire ou pas. Bon, un peu décevant quand même du côté Siri, parce que pour moi c'était quand même le gros point d'attente, c'était celui-là, c'était d'avoir une interaction naturelle comme tu peux l'avoir avec le mode avancé de ChatGPT encore une fois, c'est la bêta. Laissons le bénéfice du doute. Une bêta, bon voilà, c'est une bêta, hein, et d'ailleurs Apple le stipule bien. On revient dans un instant, les amis. Notre deuxième partie de ce De quoi je me mail. On a plein d'autres sujets passionnants. Est-ce que on va assister au départ de certains VPN de la France? Alors, est-ce que c'est possible ou pas? Menace plane. La menace plane, parce que les ayants droit, et typiquement Canal+, et tous les diffuseurs de foot commencent vraiment à grincer des dents et à montrer les crocs. On parlera aussi de Qualcomm et de Google qui sont en train de se mettre d'accord pour allonger la durée de vie des smartphones. Très intéressant, pour arriver jusqu'à 8 ans de durée de vie, et plein d'autres petites choses sympathiques. Donc vous restez avec nous. Deuxième partie de ce De quoi je me mêle, c'est tout de suite. Et sur YouTube, évidemment, c'est le deuxième module. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.